Né à Montréal, Jean Rochon détient un doctorat en santé publique de l'Université Harvard. En 1985, il préside la commission d'enquête sur les services de santé et les services sociaux. Élu député dans Charlesbourg en 1994, il devient ministre de la Santé dans les cabinets Parizeau et Bouchard. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Rochon. Bonjour, M. Grant. Ça fait grand plaisir de vous revoir. Nous aussi, bienvenue à Mémoire de député. Vous êtes né à Montréal. Ouais. Parlez-nous de votre enfance dans l'est de la ville. Oh, il n'y a pas beaucoup à raconter. J'étais effectivement dans l'est de la ville jusqu'à la fin de mon premier cours universitaire, en fait. On était dans les environs du Parc La Fontaine, pour ceux qui connaissent moins Montréal. Non, c'est une vie très simple. J'ai eu la chance d'aller ce qu'on appelait les collèges classiques à l'époque et de faire mon cours, ce qui s'appelait l'Externat Sainte-Croix, qui est devenu le Collège Maisonneuve maintenant. C'était complètement dans l'est de la ville, Sherbrooke et Pineuf, pour ceux qui connaissent Montréal. Alors, non, c'était une vie très simple. Je n'ai pas de souvenirs particuliers qui me reviennent, sauf que c'était une belle époque. Le Collège Maisonneuve, c'était les Pères de Sainte-Croix. C'était réputé à l'époque, j'ai réalisé pendant que j'étais là, pour être des enseignants assez ouverts, qui suscitaient beaucoup une participation étudiante à différentes activités. Y compris des sports, mais les sports, c'était pas développé comme c'est aujourd'hui. On jouait un peu au ballon-panier, un peu à la balle, mais il fallait pas frapper trop fort pour pas risquer d'envoyer la balle dans les fenêtres des voisins, ce qui était déjà arrivé. Mais tout ça pour dire que j'ai le souvenir d'un milieu où j'ai vraiment appris la vie en groupe, la vie en commune, puis j'ai appris à m'impliquer. Je me suis graduellement impliqué de plus en plus en dehors du curriculum, dans les organisations, et j'ai senti que ça m'a bien parti dans la vie. Est-ce que vous étiez dans une famille politisée? Pas du tout. Pas du tout. On était une sœur seulement, qui est un peu plus jeune que moi. Une famille de la classe moyenne. J'ai vu que c'était sur un de mes curriculums, c'était déjà sorti. Mon père était débardeur au port de Montréal. Alors, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui investissaient beaucoup pour que leurs enfants, autant ma sœur que moi, qu'on puisse étudier tant qu'on voudrait, tant qu'on pourrait. Et je pense que j'ai réalisé graduellement, puis après coup, là, il s'en était sûrement fait un objectif. Évidemment, on a dû apprendre à voler de nos propres ailes assez rapidement, là, à mesure que les coûts augmentaient. Mais ça me faisait penser à ce que j'ai pu lire par après, l'importance que des parents voient d'amener leurs enfants à passer à une autre étape sociale, dans un sens, à avoir plus de moyens. Probablement que je pense que j'ai des parents qui auraient étudié beaucoup s'il y avait pu à l'époque et qui ont voulu transmettre ça. Parlant de ça, vous avez commencé l'université avec un bac SR, après ça, une licence en droit, un diplôme en médecine et un doctorat en santé publique de l'Université Harvard. C'est ça. J'ai fini par commencer à travailler après. Mais est-ce que la médecine était toujours, pour vous, la destination? Ou le droit en fait, aussi? Ça m'a pris un peu de temps à me décider pour de bon, mais effectivement, ça, j'ai un souvenir très clair de ça, quand on arrivait à la fin des années du collège et il y avait toute une cérémonie autour du dévoilement de carrière à l'époque, quand on finissait le cours classique. Et j'avais hésité beaucoup en sciences sociales et médecine. Et je voyais plus, d'ailleurs, la médecine comme une science sociale qu'un domaine purement dit scientifique par rapport aux sciences sociales. Aujourd'hui, je pense qu'on reconnaît que les deux secteurs sont scientifiques aussi, mais il y avait un peu une dichotomie plus grande à l'époque. Alors, je ne sais pas pourquoi, finalement, j'ai opté pour... en fait, ce n'était pas pour le droit directement. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était le monde du travail. J'avais été, je pense, un peu
impressionné par ce qu'était la vie des travailleurs, puis l'environnement où je vivais, mon père et le réseau social dans lequel j'étais. Et à l'époque, il y avait ce qui s'appelait les relations industrielles, qui venait de commencer comme formation à l'université. Ça venait tout juste de commencer. Alors, on m'avait conseillé beaucoup de prendre un peu une formation de base, comme en droit, puis d'aller après ça dans le domaine de sciences sociales pour avoir une formation plus complète. Alors, c'est pour ça que je suis allé en droit. Et j'ai adoré les études de droit. J'ai vraiment été pris au jeu, dans un sens. Mais plus, une fois rendu au monde universitaire, on découvre un peu plus ce que c'est que la vie professionnelle dans un secteur dont on rêvait quand on était au collège. Oui. Et là, ça ne m'apparaissait pas ce que j'en avais imaginé, les relations industrielles. Alors, la question que j'avais à l'esprit, ou bien je m'en vais dans un domaine qui, finalement, ne correspond pas à un peu l'idéal que je m'en étais fait pour travailler là 30 ou 40 ans, ou je reviens à ma première idée qui avait commencé à remonter en surface, tranquillement. Alors, j'ai finalement pris la décision de reprendre les études, d'aller en médecine. Et finalement, je pense que j'ai trouvé le moyen de concilier les deux, de la façon dont ma vie a continué par après. Mais c'est un peu ça qui a été le parcours là, qui m'a amené là. En parlant de parcours, on me dit que vous êtes devenu souverainiste assez jeune. Expliquez-moi là, le parcours. Oui. C'est-à-dire que dès les études à l'université, je m'étais graduellement impliqué de plus en plus dans les organisations étudiantes. Et par un jeu de circonstances, j'avais été président du collège, je me suis retrouvé président de ma classe en première année de droit, président de la faculté en deuxième année et président de l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal l'année suivante. Et c'est là que j'ai pris un peu première expérience politique, on pourrait dire, parce que c'était la première année où l'Université de Montréal avait décidé, où l'Association des étudiants, que son président serait élu au vote universel. Alors, c'est là que j'ai fait ma première campagne électorale, parce qu'il fallait vraiment passer dans toutes les facultés puis vendre un programme. Alors, cette implication-là dans la vie étudiante, la vie sociale, Montréal était en grande effervescence à ce moment-là. C'est l'époque de Jean Drapeau, qui avait été élu maire et le reste. Les étudiants s'étaient beaucoup impliqués là-dedans. Et même à l'intérieur de la dynamique des associations étudiantes, il y avait une fédération canadienne des affaires étudiantes. On avait déjà commencé à militer pour que le Québec ait sa place et qu'on respecte la différence, dans un sens. Alors, dans ce sens-là, l'avenir du Québec comme un pays souverain, c'est un peu... ça s'est inséré dans mon éducation publique, si vous voulez. Et quand j'ai décidé d'aller... Il faut dire que les collègues, ma cohorte, quand j'ai fait mon cours de droit, c'est des gens qui en a beaucoup qui sont allés en politique après ou dans la fonction publique. Moi, j'étais de la cohorte des Jean Cournoyer, Bob Burns. Je me rappelle les premières équipes du Parti québécois. Des gens qui sont allés dans la fonction publique plutôt. Pierre Martin, Robert Normand. Alors, on était tous le même groupe. Et c'est des gens avec qui j'ai gardé un contact, même une fois que j'étais rendu en médecine. On se voyait assez souvent. Puis c'était à l'époque où on avait l'occasion d'avoir des bonnes soirées où on réglait les sorts du monde une fois pour toutes, quitte à recommencer un mois après. Alors, dans ce sens-là, je suis resté un peu politisé, je pense, très sensible à la réalité politique. Mais ayant décidé, finalement, vers la fin de mon cours de médecine, de continuer en santé publique, là, il m'est apparu vite assez clair que je ne vais pas faire les deux en même temps. Travailler dans le domaine de la santé publique et m'engager de façon militante, active en politique. Parce que santé publique, c'est beaucoup une action de nature politique qu'on fait aussi. Il y a des éléments très techniques, mais l'essence de la santé publique, c'est la mobilisation des ressources d'une communauté pour améliorer la santé et le bien-être d'une population, en plus des services d'ordre plus technique, que ce soit de contrôler des épidémies, toxicomanie ou des choses comme ça.
Alors, il faut être capable de travailler en santé publique avec le gouvernement, de n'importe quel gouvernement, sans être limité parce qu'on est identifié à une autre orientation politique. Alors, j'ai un peu mis ça en parenthèse à ce moment-là, tout le temps où j'ai été vraiment actif sur le terrain en santé publique. Alors, c'est un peu ça qui a été le cheminement, un peu normal, graduel, en fait, de mon implication politique. Vous avez déjà parlé, je pense, de travailler en amont du médecine de tous les jours. Est-ce que c'est juste ça? Oui. Ben, vous faites bien de le souligner, la différence essentielle, l'individu et la population. Mais on peut faire la même différence quand on parle de prévention entre l'aspect clinique et l'aspect de santé publique ou l'aspect de population. On peut faire de la prévention clinique, inciter les mères à faire vacciner leurs enfants. On sait maintenant l'importance d'essayer de motiver, d'encourager un patient à ne pas fumer ou à cesser de fumer ou à changer des comportements de vie parce que scientifiquement, on a documenté de plus en plus l'influence sur la santé d'une personne de ces domaines-là. C'est assez connu maintenant. Alors que dans le domaine de la santé publique, la prévention va se faire beaucoup plus en amont du problème clinique qui se pose. Alors, on va vraiment viser. Un exemple de ça peut être, quand on parlait du tabac, de la cigarette, bien, une action de santé publique, c'est une action qui va essayer de convaincre une population de l'importance de cesser de fumer. Et ça peut aller jusqu'à influencer pour qu'un gouvernement passe des lois pour intervenir là-dessus. L'intervention dans le domaine des accidents, par exemple, c'est ce qui a amené des actions de santé publique à promouvoir et à obtenir des règlements et des lois pour le port de la ceinture, par exemple, dans les autos. Alors, nécessairement, l'action de santé publique peut viser ce qui se passe dans l'immédiat pour une population. Mais dans les deux domaines, on peut faire de la prévention. Mais c'est toujours la même différence de base. L'individu et la population comme sujet d'action et d'intervention. Entre 85 et 87, vous avez présidé la commission d'enquête qui porte votre nom, dont le but, si je l'ai juste, c'est d'améliorer le système de santé. Quelles furent vos recommandations, d'après vous, les plus importantes? Bon, il faut dire que, juste pour remettre en contexte, quand la commission a été créée, ça a été, ça s'est répété comme expérience après. Déjà à l'époque, une des raisons, si ma mémoire est bonne, qui a amené le gouvernement à créer une commission, c'était vraiment le contrôle des coûts hospitaliers. Il y avait d'autres problèmes, mais il y avait surtout ça comme problème. Et je me rappelle très bien quand on m'avait proposé de prendre la présidence de la commission, c'est Guy Chevrette qui était ministre de la Santé. J'avais vu Guy Chevrette, Jean-Claude Deschênes, qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui était son sous-ministre. On avait une bonne discussion ensemble. Je me rappelle que Chevrette avait dit, parce que j'avais demandé, mais pourquoi les moyens et les pouvoirs de prendre des décisions, vous les avez, le gouvernement? Il dit, oui, on les a. Mais là, il dit, la dynamique est tellement bloquée. Il dit, quand on propose une solution, quelque chose qui, d'après les experts, les gens du domaine technique, les gestionnaires, devrait être une solution ou un élément de solution au moins, 2 semaines après, c'est devenu un autre problème. C'était vraiment un peu comme un état d'esprit, là. Alors, le seul moyen, c'est de briser la dynamique, là. Et que tout le monde, tous les partenaires acceptent. On met ça de côté, on s'y consacre pour y réfléchir pendant qu'on continue à gérer au mieux possible ce qui se passe pendant ce temps-là. Puis, on revoit un peu en profondeur comment... Il n'est pas question nécessairement de diminuer les coûts hospitaliers, mais de contrôler le rythme d'augmentation. C'est ça qui était le problème. Alors, c'est ça qui a lancé, qui a été le départ de la commission. Et une première discussion qu'on a eue, les commissaires, c'est bon, est-ce qu'on fait comme on fait souvent au Québec, table rase, on met tout à plat et on recommence à mettre en place un autre système. Et après avoir discuté, puis analysé pas mal, consulté des experts, on avait finalement, on a fait un programme de recherche assez important. Je pense qu'il n'y a pas un universitaire au Québec qui est impliqué du côté social, scientifique, économique ou autre,
qui n'a pas travaillé à un moment donné sur des projets avec la commission. Et là, on a pris la décision, en voyant le tableau, en voyant l'évolution et la prospective qu'on pouvait en dégager, que non, il fallait s'ancrer dans ce qu'on avait fait. Puis plutôt bâtir à partir de là, en corrigeant un peu, puis en allant plus loin. Ce qui nous a amené à l'idée, je pense qu'une des principales recommandations de la commission, ça a été, que j'ai présidé, de régionaliser encore plus le système de santé. De vraiment voir qu'avec la complexité qui commençait déjà à apparaître de plus en plus, les développements qui amenaient de plus en plus de services et de services coûteux, que contrôler, puis la diversité. On parle le point de vue du patient, mais le point de vue de la population. Alors, quand on regardait des deux points de vue, la réalité de la façon dont les gens vivent la santé et les problèmes de santé en Gaspésie, à Montréal et en Abitibi, c'est assez différent. Mais oui. Alors, il est donc apparu assez important qu'une des pierres angulaires, c'est d'essayer de renforcer ce qui avait déjà été fait par la première commission. Il y a eu là une assise régionale beaucoup plus importante, en ayant vraiment des autorités régionales, des gens qui étaient là, qui avaient un mandat de représentation de la population, qui avaient vraiment des pouvoirs réels, toujours sous l'autorité du gouvernement, du ministre de la Santé, mais les gens avaient l'initiative de pouvoir faire des analyses au niveau de la région, prendre des décisions. L'allocation des ressources était décidée par le ministère dans nos recommandations et ce qui s'est après, mais la distribution plus fine était assumée par la région. Une meilleure coordination, la façon de coordonner hôpitaux, CLSC et le reste, dans un milieu très rural ou un milieu comme Montréal, encore là, ça ne se vit pas de la même façon. Donc, c'était une de nos principales recommandations. Puis une autre qui était assez importante aussi là-dedans, c'était la partie de la santé publique. C'était clair aussi qu'il fallait peut-être penser à intégrer la santé publique dans le système sur une base régionale. Alors, ça a amené à créer de ce qu'on a appelé à l'époque des départements de santé communautaire, qui étaient à un niveau plus sous-régional, si vous voulez, et qui ont été déployés à travers le Québec. Et quand on est allé plus loin, ça avait été fait juste avant notre commission. Alors, on a décidé d'intégrer ça à la région. Qu'on aurait donc, au niveau de la région, c'est une coordination d'ensemble qui ferait la partie clinique et la partie de santé publique en jonction, une avec l'autre. Après la commission où vous avez travaillé pendant plusieurs années, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Pendant 6 ans. Oui. Ça doit être, pour quelqu'un qui s'intéresse à la santé publique, ça doit être un terrain déjà extraordinaire. C'est formidable. Mais il y a un lien entre ça, parce que avec la commission, c'est ça. Parce que quand on a fait les travaux de la commission, on a réalisé, déjà là, les finances de l'État étaient un peu serrées. Et traditionnellement, vous vous rappellerez que les commissions d'enquête, en général, consacraient un certain nombre de mois à faire une tournée pour aller voir dans le monde comment ça fonctionnait. Oui. Là, c'était assez clair avec les budgets qu'on avait qu'on ne pourra pas partir à 6 commissaires aller en Europe, aux États-Unis, puis un peu partout avec une équipe qui suivrait. Mais là, on a eu la chance d'avoir avec nous, on a invité le directeur de la région européenne, et c'était Europe de l'Est, Europe de l'Ouest, l'Europe au complet, qui était lancé, eux, en pleine réorganisation des services de santé. Alors, on a passé au moins 7-8 jours, si ce n'est pas un peu plus, avec le directeur régional qui est venu ici. Ça a été une semaine de séminaire, en fait. Il nous a donné vraiment un briefing ou un brefage, on va dire aujourd'hui, assez important, avec beaucoup d'exemples, beaucoup d'images, puis on a pu discuter avec lui pour voir comment ça se passe en Europe, puis qu'est-ce qu'on pourrait dégager de là, comme exemple. Et là, un peu à ma surprise, lui est parti, nous, on a fini notre rapport, mais même avant qu'on finisse le rapport, j'ai reçu un coup de fil de sa part. Je me rappelle, c'était un Norvégien, lui, qui était directeur du bureau, Jo Asvald. Et il me propose d'aller à l'OMS à Copenhague, au bureau régional pour l'Europe, comme ce qu'il appelait le directeur des programmes. Ça, c'était un peu le sous-ministre du directeur, qui, lui, avait un rôle politique un peu. Il était élu par les pays membres. Il faut dire qu'on avait travaillé en bonne conjonction. Il y avait eu la chimie. Les ondes, la chimie avait passé pendant les 7-8 jours, 10 jours qu'il avait travaillé avec nous.
Alors, on a terminé le rapport, puis finalement, je suis allé là, c'est ce qui m'a emmené là. Alors, effectivement, j'étais très chanceux parce que c'était une expérience, d'abord avec l'Europe, de pays qui, comme niveau de développement de leurs services de santé, développement économique, socio-économique général, assez comparable. Il y avait des différences plus importantes à ce moment-là avec l'Europe de l'Est, mais ça a été l'époque où le mur est tombé et il y a eu une réunification des deux Europes. Qu'est-ce qui vous a fait devenir candidat du Parti québécois dans le comté de Charlesbourg en 1994? Il y a deux types de raisons. Un qui était un peu, à cette époque-là, j'avais, je pense, à peu près le début de la cinquantaine. On a parlé précédemment un peu de, même si je n'avais jamais été en politique active, j'ai toujours été dans un milieu où la politique était très présente, au sens large, pas nécessairement l'action militante, mais l'avenir du pays, l'avenir de la société, et tout est impliqué dans ces discussions-là par les gens que j'ai connus, ma cohorte de droit dont on a parlé, qui étaient restés des gens très, très, très impliqués sur la scène publique. Et à un moment donné, on se rappellera qu'à ce moment-là, on était en 94, il y avait un peu comme une montée, comme un sentiment que l'avenir du Québec, la souveraineté du Québec, c'était peut-être accessible. Il y avait vraiment un courant. Alors, ça, quand même, c'est quelque chose qui était présent, c'était le fond. Est-ce que ça aurait été suffisant pour y aller? Je ne sais pas. Mais il y a eu, je dois dire, avec ça, un peu comme une synchronisation. En 1994, bon, je terminais mon travail avec l'OMS. Comme on avait dit, j'avais été 2 ans et demi à Copenhague, 3 ans et demi à Genève. Et je me rappelais très bien depuis un an, en 1993, me revenait beaucoup un conseil qu'on m'avait donné en commençant à l'OMS, des gens de l'OMS qui avaient dit si tu viens à l'OMS, après 5 ou 6 ans, tu vas avoir une décision à prendre. Ou tu restes, ou si tu veux travailler dans ton pays, c'est le temps de retourner. À ce moment-là, j'avais un choix de vie à faire, ou je continuais à l'OMS, ou je venais ici. Parce que l'expérience à l'OMS, c'est magnifique. Mais on travaille avec beaucoup de pays, donc on travaille sur une grande surface, sur le globe, mais on ne va pas tellement en profondeur des dossiers. Ceux qui font ça, c'est ceux qui sont dans les pays, ceux qu'on assiste. Alors j'avais un peu le goût de revenir moi aussi, au niveau du terrain, et de reprendre là. Alors c'est un peu une conjoncture très forte, une ouverture sur le plan politique, au sens large du terme, avec un grand P, et comme synchronisation dans l'évolution de ma vie en santé publique, ça arrive à bien. Alors, c'est ce qui m'a décidé finalement de sauter, prendre une chance. Et je m'étais dit à ce moment-là, si je ne suis pas élu, je retournerai dans ce qui était mon métier de base, en fait, dans le domaine de santé publique, qui était l'enseignement. Je retournerai enseigner d'une façon quelconque. Et c'est ce qui m'a amené là. Est-ce que c'était facile de venir un peu de l'extérieur et de vous trouver dans un comté qui était loin, en fait, de chez vous? Vous êtes Montréalais quand même. Vous étiez... Oui, c'est ça. J'étais Montréalais, mais j'avais quand même vécu une vingtaine d'années à Québec. Oui. J'avais été à l'Université Laval pendant 15 ans, le temps de la commission. Donc, je ne connaissais pas Charlesbourg comme tel, beaucoup, mais la région de Québec, j'étais assez bien intégré. Mais c'est sûr que c'est un changement de vie. D'aller pour une vie dans un rôle politique, c'était un changement de vie radical. Et ça prend une bonne adaptation. Ça, je me rappelle très bien qu'il a fallu que je m'investisse pas mal pour... faut refaire son personnage un peu. Là. Quand tu as été professeur à l'université, commission d'enquête, expert à l'OMS, c'est complètement différent. Mais une fois plongé, c'est comme une fois qu'on plongé, le courant nous emporte. Donc, je n'ai pas un souvenir que ça a été quelque chose de pénible. OK. Est-ce qu'il y avait une contestation? Est-ce que vous avez dû vous présenter contre d'autres personnes pour l'investiture? Ça, c'était intéressant parce que
le Parti québécois avait une procédure pour amener des gens dans des comtés où on n'était pas domicilié. Ça avait été suivi. Les gens de l'exécutif de Charlesbourg m'avaient accepté, dans un sens, adopté, parce qu'il ne semblait pas, pour eux en tout cas, ils ne voyaient pas un candidat du sérail qui semblait être prêt ou qui faisait partie de la dynamique. Alors moi, je suis allé là, c'était un fleuve tranquille. Là. Quand il y aura l'élection, on va prendre le temps de connaître les mondes, on va circuler, mieux connaître le comté. Mais surprise, la journée où ont été annoncées les élections, il y a une candidate qui s'est présentée. Et après ça, quelques jours, une semaine après, un autre candidat s'est présenté. Alors finalement, on était 3. Ah. Alors là, je me rappelle très bien parce qu'avec une température de -20, apprendre à découvrir un comté dans la rue, en faisant le tour, en cherchant les maisons derrière les bancs de neige. Alors, j'ai vraiment été obligé de plonger dans le torrent. Mais en rétrospective, j'ai toujours été content de ça parce que ça, plutôt qu'arriver tranquille, porté par le parti, l'élection quasi par acclamation, ça m'a vraiment forcé à connaître le comté le plus vite possible, à rencontrer beaucoup de monde et à me mesurer à la situation, dans un sens. Alors, quand c'était fini, j'étais bien content que ça soit passé comme ça, finalement. Merci beaucoup, M. Rochon. À la prochaine. À une prochaine.